Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau vlog audio. Là, j'avais envie d'en faire un rapidement, histoire de parler un petit peu Alors, un petit peu de la guerre en Ukraine, mais pas beaucoup. On va revenir un peu sur le conflit israélo-palestinien aussi, et enfin, on va davantage parler de la Nouvelle-Calédonie, et plus généralement des Outre-mer. Alors, conflit en Ukraine. Bon, on entend des discours comme quoi l'Ukraine aurait des difficultés sur le front, que la Russie arrive à grappiller. Alors la Russie lance des offensives, elle arrive à reprendre ça et là quelques kilomètres carrés, mais on reste sur une ligne de front relativement gelée d'une manière générale. Ça bouge de quelques kilomètres carrés, mais rien à voir avec les grands mouvements qu'il y avait en début de conflit. Pour l'instant, la Russie essaie de grappiller, mais le front ukrainien n'est pas non plus sur le point de s'effondrer. En revanche, leur dépendance aux armements occidentaux et le manque de ces derniers leur a posé des soucis, notamment il y avait eu une aide à l'Ukraine qui avait été bloquée pendant plusieurs mois au Congrès. Bon, elle est enfin passée, mais les mois de retard se font sentir sur le terrain. Hmm. Bref, ouais, la situation en Ukraine, là pour l'instant l'Ukraine connaît une période relativement difficile, mais on n'en est pas non plus à l'effondrement. Euh, Concernant l'Ukraine, alors, j'ai lu un article comme quoi, avec la guerre, l'Ukraine était en train de se détourner tout doucement du néolibéralisme. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que dans ma vidéo sur l'Ukraine d'il y a un an et demi, j'avais peur que l'Ukraine ne devienne un pandémonium néolibéral. À l'époque, je pensais que l'Ukraine arriverait à récupérer tous ses territoires sauf ceux annexés en 2014. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là et la situation est plus difficile que prévu pour l'Ukraine. En revanche, j'estimais que les territoires officiellement ukrainiens après-guerre, ça deviendrait des pandémoniums néolibéraux au service du camp euro-atlantiste. Sauf que là, euh, eh bien, je suis tombé sur un article qui parle de certains changements au niveau politique en Ukraine. Alors, en 2023, l'Ukraine avait tenté une contre-offensive qui n'a pas permis d'obtenir les mêmes résultats que celle de 2022. Automne 2022, il y avait une contre-offensive qui leur avait permis de reprendre le secteur de Kharkiv puis de Kherson. Là, celle de 2023 n'a pas obtenu les résultats escomptés. La guerre s'enfonce toujours plus dans une guerre d'usure qui n'est pas favorable au camp ukrainien. Il y a le camp euro-atlantiste qui s'isole et fait preuve de son hypocrisie énorme par rapport au conflit israélo-palestinien, plus le fait que certains du côté du camp euro-atlantiste préfèrent soutenir Israël que l'Ukraine, ça fait que l'Ukraine se retrouve davantage isolée par rapport au début du conflit. Et le fait que l'Ukraine ait moins de soutien par rapport à 2022, ça les pousse à infléchir quelque peu leur politique. Alors, c'est dans l'article, qui est une version traduite en français d'un autre article en anglais. Ce sera dans les sources, je vous le laisserai lire. Mais disons que l'État est en train d'intervenir un peu plus pour réorienter les ressources vers l'effort de guerre. Au début, ils étaient à fond néolibéraux, et là, ils commencent à accepter le principe de préférence nationale.
En termes économiques, euh, les stratégies industrielles et les politiques de préférence nationale concernant l'industrie commencent à... Pas que l'industrie d'ailleurs, ça commence à revenir. Euh, ils essaient de... Ils essaient de réformer l'imposition pour qu'elle soit moins contournée, pour qu'elle soit un peu plus indexée sur les revenus. Euh, je suis en train de lire l'article au fur et à mesure. Au début, ils pensaient que le marché pouvait fonctionner parfaitement en temps de guerre. Bon, c'est un point de vue qui tend à être abandonné. Euh, alors, par rapport au manque de soutien euro-atlantiste, l'Ukraine essaie de davantage faire fabriquer d'armements sur place, ce qui conduit à une certaine croissance de l'intervention de l'État dans le domaine de l'armement. Dans le domaine militaire qui est nécessairement hypertrophié du fait de la guerre. Du fait de la guerre, les dépenses militaires augmentent, ce qui oblige l'État à intervenir davantage sur l'économie, même si c'était pas du tout ce qu'il voulait. Euh, Après, bon, rien à voir avec les politiques de planification, avec tickets de rationnement et autres, qu'il y avait eu en France en 1917 ou aux États-Unis à partir de 41-42. On n'est pas. Alors, ce qu'il y a en Ukraine, il y a un éloignement relatif du néolibéralisme, un peu plus de planification, mais ce n'est pas non plus une véritable économie planifiée dirigiste. On n'est pas non plus dans quelque chose de complètement planifié avec des tickets de rationnement comme ce qu'il y avait eu le siècle dernier. Il y a une inflexion en Ukraine, mais pour l'instant on ne peut pas parler de véritable changement, mais à voir comment ça évolue à l'avenir. Euh, Bref, le conflit israélo-palestinien, donc ça se poursuit. avec, avec Israël qui continue à bombarder la bande de Gaza. Et ce conflit est toujours un excellent révélateur du double discours, du double standard, de l'hypocrisie flagrante du camp euro-atlantiste, et notamment des États-Unis. Parce que quand la Russie bombarde des villes en Ukraine, le camp euro-atlantiste et nos dirigeants y condamnent. En revanche, quand Israël fait pareil sur la bande de Gaza et sur les camps de réfugiés, bah, disons que les condamnations, ils ont mis beaucoup plus de temps à venir. Il y en a quand même qui condamnent, qui demandent à Israël d'arrêter de bombarder les camps de réfugiés, mais c'est juste des demandes verbales. La Russie, c'était pas que de simples demandes, il y avait eu des sanctions économiques. En revanche, Israël, il n'y a pas de sanctions économiques. Pourquoi est-ce que la Russie a eu des sanctions économiques mais pas Israël? Si ce que fait la Russie justifie des sanctions économiques, pourquoi est-ce que ce que fait Israël n'en justifie pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, et c'est pour ça que la plupart des pays du monde n'ont pas suivi le camp euro-atlantiste concernant la Russie. Pourquoi iraient-ils sacrifier leurs relations économiques avec la Russie pour suivre des pays au nom de principes sur lesquels ils n'arrêtent pas de s'asseoir? Mince. Bref. Et là,
avec ce conflit, l'hypocrisie du camp euro-atlantiste ressort complètement. Euh, je parie bombardement. Ah, alors il y a la CPI qui a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Poutine est déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Faut que je vérifie. Alors, CPI Poutine. Alors ouais, Poutine, il est déjà sous mandat d'arrêt depuis un an. Et là, maintenant, Netanyahou, il y a un mandat d'arrêt qui pourrait être lancé contre lui. Euh, Alors, c'est juste une demande. Bon, alors. Donc, Poutine, il est sous mandat d'arrêt Enfin, Poutine est sous mandat d'arrêt de la CPI depuis plus d'un an. Et là, maintenant, Netanyahou et trois responsables du Hamas sont sous mandat d'arrêt. La CPI, donc, c'était une décision entre guillemets équilibrée du point de vue géopolitique, c'est-à-dire un mandat d'arrêt contre trois membres du Hamas et contre Netanyahou. Alors moi j'ai envie de dire pour Netanyahou il était temps parce que lui ça fait des années qu'il souffle sur les braises. Ça fait des années que c'est un pompier pyromane le type. Donc qu'il soit enfin sous mandat d'arrêt, bon, quand même. Sauf que bon, là c'est pas encore un vrai mandat, c'est juste une demande. Poutine est vraiment sous mandat d'arrêt, là où Netanyahou c'est juste une demande de mandat d'arrêt. Et il y a un risque que ça aboutisse pas du fait de blocage de certains pays. Alors notons que la France soutient le mandat d'arrêt contre Netanyahou. Alors ouais, signe qu'il commence à y avoir une inflexion. Les répercussions du conflit israélo-palestinien en France ont peut-être forcé le pouvoir en place à essayer d'infléchir un peu leur position histoire d'essayer d'obtenir le calme. Parce que voilà, il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniennes. Il y a aussi, hélas, des dérives antisémites. Et peut-être que ça pousse le pouvoir en place à équilibrer un peu leur position, à soutenir ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. En revanche, l'Allemagne ne soutient pas ce mandat d'arrêt. Bon, alors l'Allemagne essaie de se donner bonne conscience par rapport à son passé, mais là, en l'occurrence, c'est complètement à côté de la plaque. Les États-Unis, avec Biden, ils sont scandalisés contre ce mandat d'arrêt. Bon, Biden, on pensait qu'il y avait quelques inflexions. Biden voulait conditionner les envois d'armes à Israël à une non-utilisation pour bombarder les camps de réfugiés. Biden, il voulait commencer à placer des conditions sur l'envoi d'armes à Israël, mais avec cette prise de position sur la demande de mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou, on voit qu'au final, les États-Unis restent mordicus du côté d'Israël. Hop, hypocrisie, hypocrisie complète, parce que la réaction par rapport à ce que fait la Russie en Ukraine, c'est pas du tout les mêmes. Bref. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah, moi j'avais dit, alors, concernant le conflit en Ukraine, j'aurais préféré que ce soit l'Ukraine qui l'emporte, mais je considère que là, en Ukraine, il n'y a pas de camp à choisir parce que soit c'est la Russie et son régime impérialiste, capitaliste, réactionnaire qui l'emporte, soit c'est le camp euro-atlantiste qui va mettre l'Ukraine sous protectorat. Parce que là, en l'état actuel des choses, la résistance ukrainienne, elle est contrôlée par le gouvernement ukrainien, même gouvernement ukrainien qui compte arrimer l'Ukraine au bloc euro-atlantiste. Parce que ouais, autant l'Ukraine s'éloigne un petit peu du néolibéralisme, autant l'objectif d'arrimer l'Ukraine au bloc euro-atlantiste dans une position subalterne, pour le gouvernement, ça n'a pas changé. Actuellement, il n'y a pas de force politique d'ampleur en Ukraine qui permettrait d'avoir une Ukraine vraiment indépendante. Parce que autant le soldat de base, autant l'Ukrainien de base, il se bat pour l'indépendance, il veut se battre pour l'indépendance, il pense se battre pour l'indépendance,
Autant le gouvernement ukrainien qui contrôle la résistance ukrainienne n'a pas les mêmes objectifs. Bref. Dans le conflit israélo-palestinien, j'ai pas envie de choisir parce que d'un côté, il y a l'État capitaliste colonialiste israélien, de l'autre, il y a les réactionnaires fascistes compatibles avec le capitalisme du Hamas. Franchement, c'est un vieux conflit colonial qui s'est mis à pourrir parce qu'il a duré trop longtemps et j'ai pas envie de choisir de camp. Les forces en présence, c'est trop dégueulasse, quoi. Qui est-ce que vous voulez que je choisisse là-dedans? Il y en a qui parlent de génocide à Gaza. Alors, j'irai pas parler de génocide, mais je pense qu'on peut largement parler de crimes contre l'humanité répétés, ce qui justifie déjà donc le mandat d'arrêt contre Netanyahou. Mais bref, j'ai pas envie de choisir de camp dans cette affaire, c'est trop pourri. Ah, c'est dégueulasse. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le Hamas, alors on se rappelle du 7 octobre et des méthodes qui ont été employées, des méthodes qui sont dégueulasses. Sauf que là, Israël qui se met à bombarder des camps de réfugiés et autres, bon, c'est pareil, ça inspire aussi le dégoût, sachant que cette fois, alors ce n'est pas une simple organisation terroriste, c'est carrément un État soi-disant démocratique et internationalement reconnu qui s'y met. Du coup, d'une certaine manière, ce que fait Israël, c'est encore plus grave. Bref. Notons que si Israël se permet de faire ça, c'est parce que Israël a le soutien du camp euro-atlantiste, notamment des États-Unis. S'il n'y avait pas les impérialismes euro-atlantistes et notamment états-uniens derrière Israël, Israël se retrouverait directement isolé et ne pourrait pas se permettre d'agir comme ça. S'il y avait pas la coalition impérialiste euro-atlantiste et notamment l'impérialisme états-unien pour soutenir Israël, Israël ne pourrait pas se permettre d'agir comme ça parce que il serait beaucoup plus isolé, il serait beaucoup plus menacé. Ce qui permet à Israël d'agir comme ça, c'est aussi le soutien de puissances impérialistes de premier plan. S'il n'y avait pas ce soutien, Israël ne pourrait pas agir comme ça. Voilà, moi concernant... Alors, je vais venir un petit peu à ma position géopolitique. Déjà, je termine un peu. Alors, par rapport au Hamas et au islamisme en Palestine, sur le long terme, ça pourrait changer. Et ça pourrait changer. À court terme, là, ce conflit, ça va être une boucherie. Parce que la solution à deux États, j'ai cessé d'y croire. Au moment du 7 octobre, en fait, je suis parti de me renseigner. Au moment des attaques du 7 octobre, je suis parti me renseigner vite fait sur Israël et son histoire. Et j'ai vu des trucs, je me suis dit, je soutiens plus jamais Israël. Avant, j'étais partisan d'une solution à deux États, et après m'être renseigné suite au 7 octobre, j'ai cessé de défendre cette solution. Je me suis dit, ça arrivera jamais. Les deux parties en présence n'en veulent pas. Bon, le Hamas, eux, ils veulent un califat régi par la charia, c'est une catastrophe. Mais Israël, ils comptent appliquer jusqu'au bout leur projet colonial, leur projet de colonisation de peuplement, leur projet de grand remplacement, disons les termes. Israël, c'est un État remplaciste. Je suis désolé, il faut dire les termes. Euh, Les deux États, j'y crois pas. Rima Hassan, j'ai vu qu'elle défend un État binational, mais bon, la cohabitation entre les deux, j'y crois pas non plus. Là, ce qui va se passer, c'est que les camps en présence, ils vont continuer à s'affronter jusqu'à ce que l'un des camps soit détruit. À mon avis, ce conflit, il va se finir comme ça. Ça va se finir dans le sang, avec un des camps qui finira détruit par l'autre, ou les deux. Ce qui est fortement probable aussi, c'est que les deux finissent détruits. Et c'est d'ailleurs assez probable que ça arrive. Et le vainqueur dans cette affaire, sur le long terme, ça pourrait être l'Iran. Israël pourrait finir par détruire le Hamas et autres, mais se retrouver fortement affaibli dans l'affaire, très divisé intérieurement, ce qui pourrait aboutir carrément à une guerre civile interne. Et à ce moment-là, l'Iran active ses réseaux et finit par prendre le pouvoir localement. C'est ce qui pourrait arriver.
Les deux camps finissent perdants, et c'est un troisième qui agissait sur un conflit à distance qui finit par l'emporter. C'est aussi cette histoire de les camps qui s'affrontent directement finissent perdants, et c'est celui qui pilote certaines opérations à distance qui l'emporte. C'est aussi ce qui pourrait se produire concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce que je pense, c'est que la Russie et l'Ukraine finiront toutes les deux perdantes, que alors l'Ukraine, bon, les pertes elles sont évidentes dans cette guerre, mais que la Russie, avec sa dépendance à la Chine, ça pourrait lui poser des problèmes sur le long terme, parce que l'accolade chinoise est à mon avis le début d'une étreinte mortelle, parce que la Chine, elle veut mettre le grappin sur l'Arctique russe, sur la Sibérie, toutes les ressources qu'il y a là-dedans. Alors à court terme, ça va pas causer de conflit, mais sur le long terme, il va y en avoir. Et bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard à ce conflit. Et voilà, le grand gagnant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce sera la Chine. La Chine, parce qu'elle va sortir grandement renforcée sur un plan géopolitique, parce que la Russie va devenir dépendante à elle, et parce que toutes les ressources qui sont investies par le camp euro-atlantiste en Ukraine, c'est des ressources qui ne pourront pas être investies à Taïwan. La Chine veut reprendre Taïwan, et ces conflits-là, en Ukraine, le conflit qui reprend en Palestine, c'est les endroits où le camp euro-atlantiste investit des choses qui du coup ne pourront pas être investies à Taïwan. La Chine est grande gagnante de la situation géopolitique mondiale. Bon, ça je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis, je radote un peu, ok? Bon, je le répète pour que vous soyez sûr d'avoir compris. Bon, Nouvelle-Calédonie. Alors en Nouvelle-Calédonie, il y a des émeutes qui ont éclaté, parce que l'État, en fait, tentait de faire passer en force une loi pour dégeler le corps électoral. Or, pour rappel, il y a plusieurs décennies, il y avait eu un mouvement d'indépendance nationale qui avait déjà fait beaucoup d'émeutes pour essayer d'obtenir l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il ne l'avait pas obtenu, mais il y avait eu un compromis avec un certain nombre de mesures favorables aux indépendantistes kanaks, notamment alors un gel du corps électoral, une certaine autonomie. Il y avait eu les accords de Matignon puis de Nouméa, qui avaient abouti à un compromis. Sauf que là, l'État français, avec ses tentatives de passage en force, ont ruiné ce compromis, et du coup, ça a poussé les indépendantistes à de nouvelles émeutes. Bon, les émeutes, alors j'ai pas vu grand-chose, mais j'ai l'impression que ça manque de méthode, tout ça. Le fait de venir de tout casser, etc., c'est assez irresponsable, je trouve. Si on veut l'indépendance, on cherche quelque part à se réapproprier l'île. Pour ça, faut pas venir et tout casser. Quand on va dans les supermarchés, on va pas tout casser bêtement. Si on veut faire des réquisitions, euh, dans des supermarchés, si on veut faire des réquisitions dans des usines, etc., on le fait pas en cassant tout. Quand on est indépendantiste, on est censé vouloir se réapproprier ces endroits, pas tout casser. On vient, on fait réquisition, on vient armé, on n'hésite pas à faire jouer le rapport de force. S'il y a des salauds de collabos à la colonisation, dans le pire des cas, on les prend en otage, au pire on les exécute, mais on fait tout ça dans l'ordre et avec la discipline, pas en cassant tout, mince. Bon, tout ça pour dire que je ne suis pas contre l'usage de la force, je ne suis pas contre l'usage de la violence, bien au contraire, mais il faut que ça se fasse avec une certaine méthode. Le fait qu'ils utilisent des méthodes un peu dilettantistes, c'est signe d'une immaturité du mouvement indépendantiste, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi? Parce que euh, si la Nouvelle-Calédonie se retrouve indépendante de la France avec un mouvement immature, ce qui va se passer, c'est que l'île risque de passer sous domination étrangère. Alors nous, ça ne nous concerne pas. Je vais y revenir, la France n'a plus rien à faire là-bas, mais le but des indépendantistes, c'est quand même l'indépendance. S'ils n'ont pas d'indépendance réelle, s'ils sont juste indépendants de la France, mais qui tombent sous domination australienne ou chinoise, euh, c'est quoi l'intérêt?
Alors, à mes yeux, l'île, elle a peu de chances d'être réellement indépendante et risque fort de tomber sous domination étrangère. Mais la France doit se barrer. La France doit se barrer de Nouvelle-Calédonie. La France doit se barrer des Outre-mer en général. Je pense que vous vous rappelez peut-être de ma vidéo sur les Outre-mer. La France doit se barrer de ces endroits. Parce que dans une optique socialiste révolutionnaire, le fait de rester présent sur les quatre coins du monde, ça implique un effort militaire tel que ça maximise le risque de dérive bonapartiste. Les Outre-mer, c'est les restes de l'empire colonial français. Tenter de les défendre en situation révolutionnaire, ça va mener à du bonapartisme. Ça va mener à une contre-révolution. Il faut se débarrasser des Outre-mer pour la victoire du socialisme, parce que ce reste d'empire colonial, ce reste d'impérialisme français, c'est un obstacle au socialisme. Donc la France devra se barrer. Au-delà de la question de l'indépendance des peuples colonisés, il y a la question du socialisme en France. En tant que national-communiste autogestionnaire, je suis un peu nationaliste, mais je défends aussi le socialisme. Et pour ça, la France va devoir abandonner ce qui était autrefois ses colonies. La France va devoir se barrer de ces endroits. La France n'a plus à être présente aux quatre coins du monde. La France doit cesser d'être un empire. La France doit redevenir une simple nation. Même si ces outre-mer risquent fort de passer sous domination étrangère, ça ne nous concernera plus. Ça n'a plus à nous concerner. Ça n'a plus à être français, on doit se barrer de ces endroits. Ça va être dur pour les gens qui y vivent, ça va être triste, mais on n'a plus à y être présent. On n'a plus à être présent pour des questions de socialisme. Alors, c'est vrai que les outre-mer, alors c'est pas que comme en Nouvelle-Calédonie, chaque territoire d'outre-mer a ses spécificités. Chaque territoire d'outre-mer est spécifique. Nouvelle-Calédonie, donc il y a les Kanaks qui demandent l'indépendance depuis des lustres. Mayotte, au contraire, l'île veut rester française, mais dans tous les cas, on devra se barrer, pour les raisons que j'avais mentionnées dans la vidéo, donc risque de dérive bonapartiste. Quelque chose que j'ai oublié, que je rajoute, c'est que la présence aux quatre coins du monde, si on est dans une optique d'économie de proximité locale de circuits courts, ça ne sert plus à rien. La présence aux quatre coins du monde, c'est compatible avec une logique de commerce international et de présence impérialiste mondiale. Or ça, c'est contraire au socialisme. Le socialisme, ça, pour des raisons écologiques, ça sera quelque chose de proximité. Et le socialisme ne peut pas s'accommoder de l'impérialisme. Sinon, il n'est plus vraiment socialisme. Donc ce modèle de présence aux quatre coins du monde, c'est compatible avec quelque chose qui est plutôt à l'opposé du socialisme. Présence impérialiste mondiale, commerce international, qui est qui plus est anti-écologique. Pour des questions d'anti-impérialisme et d'écologisme, il nous faudra partir aussi. Bref. Et j'en viens à ma position concernant la géopolitique mondiale. Ma position, c'est le désengagement radical. La France doit cesser toute forme de messianisme crypto-colonial. La France n'a plus à chercher à promouvoir la paix, la démocratie dans le monde, parce que souvent ça rime avec impérialisme, et parce que la France doit déjà s'occuper de ses problèmes internes. En France, on a beaucoup trop de problèmes internes, des problèmes qui s'aggravent en plus, pour prétendre régler les problèmes des autres. Avant de prétendre régler les problèmes des autres, déjà on n'a pas à régler les problèmes des autres, c'est d'abord aux autres de régler leurs propres problèmes, puis nous, on doit régler les nôtres. Ma position, c'est le désengagement radical de la France. La France présente sur tous les continents, c'est fini. La France doit se contenter d'être une simple nation. Oui, mais ça serait du repli national. Et alors? Il y en a qui associent le repli national avec quelque chose de xénophobe, réactionnaire, etc. Mais le repli national, en fait, c'est surtout la fin de l'impérialisme français. C'est surtout la transition vers un modèle qui, quelque part, sera plus écologico-compatible. Le repli national, dans le contexte actuel, ça serait un progrès, ça serait compatible avec le socialisme.
Alors, il y aura quand même des instances internationales sous le socialisme, mais elles ne seront plus supranationales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la situation actuelle, le repli national de la France, il y aura un certain aspect progressiste au niveau géopolitique mondial, par rapport à la destruction de l'impérialisme français et par rapport aussi aux capacités de réalisation du socialisme. Bref, j'y reviens plus en détail dans mon article sur l'entrevue avec le socialisme, où je parle, où donc il y a la transcription écrite de ma vidéo sur les Outre-mer, plus les quelques détails que j'avais pas mentionnés, que j'ai rajoutés récemment d'ailleurs. Bref. J'ai vu qu'en Nouvelle-Calédonie, alors les risques d'ingérence étrangère, ils sont là. Il y a l'Azerbaïdjan qui, en représailles aux molles condamnations de la France des actions au Haut-Karabakh, se, se met à ingérer un peu dans l'affaire. Parce que ouais, la France avait condamné les épurations ethniques que commettait l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et les tentatives de reprise du territoire, mais c'était des condamnations très molles, hein, aucune sanction économique pour ça. Mais en échange, l'Azerbaïdjan, par représailles diplomatiques, se met à soutenir les indépendantistes kanaks. Alors, on se doute qu'il n'y a pas que des représailles, l'Azerbaïdjan cherche aussi à pousser quelques intérêts là-dedans, on verra ce que ça donne. Mais bref, la Nouvelle-Calédonie, il y a de fortes chances qu'elle tombe sous domination étrangère, mais c'est pas une raison pour rester. Ce n'est pas parce que les Outre-mer risquent de passer sous domination étrangère que c'est une raison pour rester. Parce que je l'ai dit, on doit se barrer. Oui, mais les ressources, la ZEE. Alors les arguments économiques pour défendre la présence aux quatre coins du monde, c'est typiquement quelque chose qui revenait au cours de la colonisation, hein. C'est pas une raison. Oui, ok, en termes de ressources, en termes de puissance mondiale, la France va être perdante à quitter ses territoires, mais ce modèle-là de puissance mondiale, de commerce international, avec les ressources, l'exploitation des ressources et autres, ça, c'est quelque chose compatible avec un capitalisme mondialisé et impérialiste. C'est le contraire du socialisme, ça. C'est pas défendable. Bref, la France doit radicalement se désengager du monde pour vraiment s'engager sur place. Euh, Là, l'État français, c'est un État bourgeois. Du coup, il emploie sa police en interne à défendre l'ordre bourgeois, et il emploie son armée à défendre ce qui reste de l'impérialisme français. Et il l'emploie aussi au service de la coalition impérialiste euro-atlantiste. Le socialisme devra rompre radicalement avec ça, dans un cadre plus immédiat, celui de la dictature du prolétariat. Ce qu'on devra faire, alors, au lieu de la police et de l'armée bourgeoise, il y aura des milices populaires qui devront s'occuper de mater la réaction capitaliste, qui devront s'occuper de mater tous les trafics, tous les groupes de trafiquants qui font des règlements de compte armés avec des balles perdues qui causent une forte insécurité. On doit d'abord s'occuper de nos problèmes internes. La réaction capitaliste, la racaille petite ou grosse, tout aussi capitaliste. Parce que bon, les petites frappes ou le crime organisé, c'est différentes formes de capitalisme aussi. Tout ça, on va devoir s'en occuper. Avant de prétendre s'occuper de ce qu'il y a dans le reste du monde, va d'abord falloir s'occuper de ce qu'il y a ici, bordel. Mince. Ah, je voulais finir sur une chose. Actuellement, en Palestine, il y a le Hamas qui domine politiquement, l'islamisme qui est ancré, et plus généralement des relations patriarcales et plus particulièrement des relations patriarcales conservatrices sous l'égide de l'islam. Mais sur le long terme, ça va changer. J'ai vu un article comme quoi, à cause de la guerre, des bombardements, la structure patriarcale à Gaza était en train d'être déstabilisée. C'est-à-dire les femmes sortent régulièrement non accompagnées ou font régulièrement des tâches,
Et aujourd'hui, ça n'est plus vu comme choquant, c'est vu comme une habitude. Alors qu'avant, c'était considéré comme choquant. Avant, à Gaza, quand une femme sortait seule non accompagnée, c'était considéré comme choquant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Avant, le père, c'était à lui qui devait rechercher les ressources, protéger la famille, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'est plus le seul à le faire. Ce qui se passe, c'est que la guerre est en train de déstabiliser la structure patriarcale locale, et ce à quoi ça pourrait amener, c'est un petit peu comme par chez nous, sur le long terme, ça pourrait permettre des progrès féministes d'une certaine manière, et un effondrement progressif du patriarcat local. Et du coup, un effondrement sur le long terme des islamistes, de la religion, etc. Ça pourrait faire comme avec le catholicisme en France. Bref, à court terme, ça va être une boucherie pitoyable, ça va être une boucherie terrible, ce conflit à court terme, mais sur le long terme, côté palestinien, il pourrait y avoir une issue progressiste. Inversement, côté israélien, on sait que les ultra-orthodoxes, en termes démographiques, sont de plus en plus influents, et ça pourrait poser de plus en plus de problèmes du côté israélien. Actuellement, Israël est plus progressiste que le côté palestinien concernant le féminisme, les luttes LGBTQIA+, mais sur le long terme, ça pourrait s'inverser. D'ici quelques décennies, ça pourrait être l'inverse. Et ça serait très intéressant. Si la Palestine arrive à sortir du camp de la réaction, ils ont peut-être une chance de finir par obtenir quelque chose. Voilà. En tant que national communiste autogestionnaire, les vieilles machines d'État bourgeoises elles devront être démolies. Notre tâche en France, ça sera de démolir la nôtre. Le vieil État bourgeois français devrait être démoli. Il faudra un État prolétarien, dont j'ai défini le fonctionnement dans une vidéo précédente d'ailleurs. Euh, Sur décentraliser l'État et décapiter Paris, je prône un État-nation décentralisé, qui n'a rien à voir avec un État fédéral vu que je ne suis pas du tout régionaliste. C'est un État-nation décentralisé. Voilà. Concernant Israël, alors ça ne nous concernera pas parce que donc la France doit se désengager du reste du monde, mais la vieille machine d'État israélienne, capitaliste et coloniale, devrait être démolie pour un État prolétarien à la place. C'est pas du tout ce qui est d'actualité aujourd'hui, mais cette question se posera à l'avenir. En revanche, les vieilles structures réactionnaires du Hamas et compagnie, réactionnaires fascistes, elles devront aussi y passer. Elles devront aussi être démolies. Parce que tout ça, c'est le vieux monde qui n'a rien de socialiste, tout ça, ça devra disparaître. Euh, pour conclure, là en France, les quelques luttes qui actuellement, alors, depuis l'échec des luttes contre la réforme des retraites, alors j'avais rapidement parlé dans un vlog audio, bah depuis il y a simplement des grèves ça et là, suscitées notamment par l'inflation. Il y a des grèves de temps à autre, mais ce qui revient en termes plus politisés, c'est beaucoup les luttes pro-palestiniennes. Avec les quelques dérives qu'il peut y avoir, mais je pense justement que ces dernières ont forcé l'État français par peur de luttes qui s'enveniment, par peur de dérives antisémites. Je pense que ces luttes ont fait que l'État français a infléchi un peu sa position. L'État français soutient le mandat d'arrêt contre Netanyahou. Bon, après, c'est plus de l'ordre de symbolique, hein. Ce qui m'inquiète, c'est que Netanyahou risque de servir comme... Ce qui m'inquiète, c'est que Netanyahou risque de servir comme fusil pour préserver le système. S'il vire Netanyahou, mais que tout le système colonial israélien reste en place, ça aura pas changé grand-chose. Le mandat d'arrêt contre Netanyahou, ça doit aussi servir à attaquer la politique coloniale israélienne. Si c'est juste virer la personne, mais laisser en place le système, on n'aura pas gagné grand-chose. Bref, c'est une vidéo très décousue parce que les vidéos non préparées, eh bien, c'est toujours décousu. Je n'arrive pas à mettre en forme ma pensée quand j'improvise. Enfin, j'ai beaucoup de mal à le faire.
Pour avoir quelque chose de bien construit, il faut que ce soit préparé. Et là, en plus, j'ai pas le temps de faire des vidéos, monter, etc. Là, en plus, je suis en train d'écrire des trucs que je publierai un jour sur mon blog. Là, pour l'instant, j'ai pas encore fini, mais un de ces jours, je publierai, ça sera intéressant. J'attends déjà d'en avoir suffisamment écrit pour publier, et ensuite, je rajouterai des trucs au fur et à mesure. Euh, Bref, j'ai, je pense que j'ai tout dit là. Alors, rapidement revenir sur ce qui se passe en Ukraine, parler rapidement de l'article que j'ai vu, donc que je vais mettre en lien. Conflit israélo-palestinien, le conflit qui continue à pourrir, l'hypocrisie du camp atlantiste, les quelques luttes qu'il y a ça et là, le mandat d'arrêt contre Netanyahou. Alors oui, notons que ce mandat d'arrêt contre Netanyahou, c'est une simple demande, ça n'a pas encore abouti, mais c'est un mandat d'arrêt équilibré vu que ça touche aussi trois membres du Hamas. Mais les États-Unis sont scandalisés par ça. C'est l'hypocrisie. J'ai parlé alors Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, alors ouais, dans les Outre-mer, à la différence des régions en métropole, il y a un reste d'héritage colonial. Alors oui, j'ai oublié de mentionner ça. L'unification nationale en France, il y a eu une certaine violence, des politiques pédagogiques clairement discutables à l'école à l'époque. Les, hum, les politiques pour faire parler les enfants français et pas patois à l'école en France, il y avait des politiques clairement malsaines, c'était discutable. Mais le but de tout ça, c'était que tout le monde en France soit un citoyen français à part entière, à égalité avec les autres. Bon, alors l'égalité, je veux dire, il y a toujours les inégalités de classe qui perdurent, mais le but, c'était que toutes les provinces soient françaises à part entière. C'est radicalement différent du cadre colonial où le territoire est occupé, mais où la plupart des habitants sont condamnés à rester des citoyens de seconde zone. Il n'y a pas de véritable politique d'assimilation pour faire des Français à part entière dans un cadre colonial, à la différence de ce qu'il y a eu en métropole. Outre-mer, alors outre-mer, outre qu'il n'y a pas le problème d'euro-régionalisation qui se pose, il y a aussi tout un héritage colonial qui fait que ça justifie un petit peu les luttes indépendantistes là-bas. Et il y a l'aspect impérialiste, commerce international qui justifie donc que la France doit se désengager. Et j'avais terminé du coup sur le fait que la France doit radicalement se désengager pour le socialisme. Bon, alors, est-ce que j'ai autre chose à dire? J'ai vu des trucs comme quoi l'économie russe arrive toujours à encaisser les sanctions. Bon, encore une fois, Bruno Le Maire, et il va en avoir pour ses frais. J'ai parlé alors du coup à la fin de la situation en Palestine. Il pourrait y avoir une issue progressiste sur le long terme avec la structure patriarcale locale qui est déstabilisée. J'ai vu ça dans un article et alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça voudrait dire que si la structure patriarcale est déstabilisée par la guerre, sur le long terme, ça pourrait mener à un recul des islamistes et même de l'islam. Il pourrait y avoir une issue laïque progressiste sur le long terme côté palestinien, et ça c'est très intéressant. Bref, je mettrai aussi cet article en lien. Je vois que la vidéo arrive à trois quarts d'heure. Je pense que ça va être tout parce que bon, ces vidéos décousues où j'arrête pas de parler de façon un peu désordonnée, je pense que vous devez trouver ça chiant. On va pas en faire plus. Euh, Ah si si si. Petite chose, Nouvelle-Calédonie et Palestine. Alors, Israël en Palestine met en place une politique de colonisation de peuplement depuis des décennies et des décennies.
La France a aussi tenté de mettre en place une politique de colonisation de peuplement, envoyer des gens de métropole en Nouvelle-Calédonie pour essayer de prendre le contrôle politique de l'île, pour essayer de la maintenir dans le giron français. Ces politiques de colonisation de peuplement, ça s'appelle des grands remplacements, disons le terme. Et alors, ce qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, et surtout ce qu'il y a en Palestine, c'est bien pire qu'en France. Le grand remplacement qu'il y a en France, c'est beaucoup moins fort que ce qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et surtout en Palestine. Pourquoi? Parce que en Nouvelle-Calédonie et en Palestine, contrairement à la métropole, il y a le fait colonial. Héritage colonial dans le cas de la Nouvelle-Calédonie et persistance du colonialisme en Palestine. Il y a aussi l'organisation. L'immigration en France qui induit du grand remplacement, c'est seulement un effet collatéral des politiques impérialistes, des problèmes climatiques issus du capitalisme. Là où en Nouvelle-Calédonie et en Palestine, c'est organisé par des États. En Nouvelle-Calédonie, il y a un grand remplacement des Kanaks par des populations de France métropolitaine. En Palestine, il y a des grands remplacements par des colons, souvent occidentaux ou venus d'autres horizons divers. C'est organisé, c'est matiné de colonialisme, et c'est bien pire que ce qu'il y a en France. Voilà. J'avais oublié de dire ça. Je ferai un jour une vidéo sur le grand remplacement. On va pas faire de statistiques, on va faire des retours sur les présupposés de la façon dont c'est théorisé, parce que moi, la théorisation courante qui est racialiste, elle me pose beaucoup de problèmes. Les trucs racialistes, racistes, c'est pas pour moi. En revanche, on peut faire une théorisation un peu plus matérialiste et culturelle du grand remplacement, et ça permet de parler notamment de ce qu'il y a en Nouvelle-Calédonie et en Palestine. Bref. Je pense que bon, là on a dépassé les quarts d'heure, voilà, je voulais parler de ça. Je pense que maintenant on va pouvoir s'arrêter là. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Bon, Ukraine, Palestine, Nouvelle-Calédonie, remplacement, l'article, je mettrai. Bon, bah du coup c'est tout. Au revoir.